Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Rex, la chaîne des RH qui bouge et qui innove. J'ai le plaisir de vous présenter un 50 nuances de Rex, spécial entreprise porteuse de sens, en partenariat avec la revue RH&M. Le sens au travail, le sens par le travail, la perte de sens, redonner du sens, j'ai envie de dire l'empire des sens, un Graal. Le Covid, la guerre en Ukraine, les enjeux géopolitiques, la crise économique, les bouleversements technologiques, l'IA, ChatGPT, la crise climatique, tous ces sujets concourent à s'interroger. Comme une prise de recul forcée, ce phénomène impacte tout le monde, les jeunes en premier temps semble-t-il, mais je pense que ça concerne vraiment tout le monde. Pour nous en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi Julien Vidal, auteur de Mon métier aura du sens, Lauriane Chalony, DRH Group EcoVadis et présidente de l'Institut Mieux Vivre en Entreprise, IMVE pour les intimes, et Geoffroy de l'Étrange, Global Head of Business Coaching pour Spix. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question est pour notre invité d'honneur, Julien Vidal. Alors vous êtes auteur de Mon métier aura du sens. 2 questions en une ou 3 questions en une. Pourquoi ce livre? Qu'est-ce qu'un métier qui aura du sens et en quoi est-ce si important finalement aujourd'hui? Merci pour l'invitation et merci pour cette question. Je vais redonner un peu de contexte sur mon mouvement et ma démarche personnelle pour vous expliquer pourquoi il m'a semblé important d'écrire sur cette question du métier qui aura du sens. Il y a maintenant presque 2 années, je jouais déjà dans ma tête les élections présidentielles qui nous semblent loin maintenant et qui étaient l'année dernière, en redoutant les petites phrases qui allaient derrière se succéder au pic sur l'immigration ou l'immigration. Et j'avais l'impression que 2022, et je me suis trompé, était l'occasion de recréer une conversation saine, sereine, mais aussi ambitieuse pour faire en sorte que les Français puissent s'allier sur vraiment les transformations à mettre en place pour se mettre à la hauteur des enjeux et écologiques forcément, mais aussi solidaires, culturels, etc., etc. Et donc, j'ai écrit un livre, 2030 Glorieuse Utopie Vivante, dans lequel je mettais en avant, en réalité, le fait que nous existons et nous nous rassemblons au travers des récits, puisque nous sommes des animaux sociaux par excellence, et que ces récits, alors effectivement, sont la religion, mais aussi, pourquoi pas, le capitalisme et plein d'autres choses, et que, en réalité, si on regarde à l'échelle de l'humanité, pour ne même pas parler de l'échelle de la planète, les 100 000 années de l'existence d'Homo sapiens sont assez extraordinaire vu l'étincelle du capitalisme sur cette échelle de grandeur-là. Et donc, pourquoi pas se rendre compte qu'aujourd'hui, contrairement à ce que disait Margaret Thatcher, on a des plans B. On en a plein. Et en plus, c'est ça qui est assez génial, c'est que ça ne tient pas de retourner à, comment le disait l'autre, vivre comme des Amish ou s'éclairer à la bougie, mais au contraire, à s'inspirer de tout un tas de modes de vie qui existent déjà et qui sont profondément enthousiasmants. Ce livre était l'occasion de créer une conversation vraiment ambitieuse, comme on l'a fait dans les librairies au travers de tout un tas de conférences, mais malheureusement, les sujets écologiques dans leur ensemble pendant les élections présidentielles ont été traités à hauteur de 3% seulement, que ce soit dans les interventions des candidats, mais aussi dans les médias. Et on est passé complètement à côté de ces enjeux. Je vous avoue que j'étais très frustré, déchiré, parce que j'avais l'impression que ces dernières années, on avait assisté à une vraie volonté des citoyens de se mettre en mouvement sur ces actions par leur consommation, mais pas que. On en reparlera par leur métier, par leur déplacement, leur voyage, leur manière de s'habiller, et qu'on peinait à avoir cette concrétisation à l'échelle nationale politique. Et donc, on a de plus en plus de beaux discours, c'est vrai. Malheureusement, ils peinent à s'inscrire dans des actions très concrètes et on est encore en train de le voir. Et j'avais l'impression que malheureusement, cette frustration, elle venait nourrir en réalité une belle opportunité, et donc heureusement en réalité, puisqu'il me semble qu'entre l'échelle citoyenne et l'échelle nationale politique, on a une sorte de marchepied idéal qui est le marchepied économique. Et pour continuer à m'intéresser et à tous les citoyens, j'avais envie de leur faire se rendre compte à quel point nous, à travers les 70 000 heures, j'ai un trou de mémoire, mais les dizaines de milliers d'heures qu'on consacre à nos métiers, on avait une formidable opportunité d'activer le levier économique qui est sans doute le
bon moyen, le meilleur moyen, à la fois de continuer à inscrire ce mouvement dans la durée, mais aussi de tordre le bras aux politiques à l'échelle nationale et voire internationale, parce que c'est vraiment lui qui permettra d'essaimer plus généralement les nouveaux modes de vie qui nous permettront de nous mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle. Et donc voilà, dans nos métiers, on a, à mon sens, des formidables leviers de transformation, à la fois des récits, mais aussi de ce qu'on appelle la croissance économique et pas que, et de comment faire en sorte que on ne soit plus dans le rôle de ressources, mais au contraire dans le rôle de nouvelle boussole étincelle d'autres croissances. Et je trouvais que c'était assez inspirant de le mettre en avant, puisque ça fait 4 ans avec le podcast que je me rends compte de ça. Et malheureusement, c'est pas encore aussi évident que ça pour le reste de mes compatriotes, puisque, et je termine avec ça, quand on dit aux gens, ben voilà, tu peux faire un métier qui a du sens, un métier durable, solidaire, écologique, en général, on imagine tout de suite mettre sa plus belle chemise à carreaux pour aller gratter un lopin de terre en Ardèche ou je ne sais où, alors qu'en réalité, si oui, on va avoir besoin de centaines de milliers de personnes pour effectivement faire des métiers de la terre, on aura aussi tout un tas d'autres métiers qui vont s'ouvrir, qui vont se normaliser, qui vont se déployer, mais qui en réalité existent déjà. Et je pense que c'est une formidable opportunité à la fois de remettre du sens dans son quotidien, mais aussi en s'en ressaisissant, de remettre notre économie et du coup notre société dans le bon sens. Juste, je vous garde encore un tout petit peu, Julien. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un métier qui a du sens? Et est-ce que ça veut dire que pour tous ceux qui n'en ont pas, c'est cuit? C'est sûr que quand on est dans un changement d'air, on peut vite être frustré de tout ce qui va disparaître. Et c'est mon grand-père qui disait toujours qu'on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Et ça tient du bon sens, ce genre de phrase, et on reste autour de cette notion de sens, et à la fois, on a de plus en plus d'organismes assez solides, hein, j'allais dire comme ça, même parfois institutionnels, qui nous disent à quel point on a tout un tas de choses à gagner, à se mettre à la hauteur des enjeux. Alors pour le dire rapidement, se mettre à la hauteur des enjeux, c'est à minima rester dans les clous de l'accord de la COP 21 de Paris 2015, ça semble loin, et donc quand l'ADEME quantifie à quel point ça transformerait notre économie de se mettre enfin dans ce sillon-là, il nous parle de la création de 900 000 emplois verts ou verdissants à horizon 2050. Le Shift Project a fait à peu près le même travail et eux tournent autour de 800 000 emplois créés, mais aussi 500 000, si je ne me trompe pas dans les chiffres, pardon, emplois qui disparaîtraient. Donc c'est vrai qu'on a tout un tas de choses qu'on va perdre, mais on sait de plus en plus tout ce qu'on va gagner. Et encore une fois, ce sont des choses qui existent déjà. Et pour parler de sens, là, du coup, effectivement, on imagine tout de suite le sens individuel. On est dans une société où toutes les questions ont été tellement dépolitisées, individualisées, qu'on en vient en général à se poser la question du sens à soi. Mais en réalité, comme je vous le disais en introduction, nous sommes des animaux sociaux par excellence. Et donc, le sens à soi ne peut pas aller sans le sens collectif. Et donc, comment faire en sorte que notre sens propre, parce que nos passions, notre histoire, notre passé, notre héritage, nos talents vont nous permettre d'avoir une vibration profonde intérieure qui nous appartient qu'à nous, elle pourra se mettre à la contribution de quelque chose qui nous dépasse largement. Et c'est Baden-Powell de mémoire qui disait qu'il nous souhaitait de pouvoir laisser la Terre dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé. Et en réalité, j'ai l'impression qu'on est dans ce changement-là au niveau de notre ambition. Soit on peut continuer et on sent que c'est de plus en plus difficile à vendre, pour le dire gentiment, penser qu'on peut mieux détruire ou moins détruire, mais continuer à être dans ce rôle de preneur, gaspilleur, consommateur, jeteur, qui fait que l'hubris humain nous laisse en dessus du vivant. Soit on reprend notre place parmi le vivant, ce vivant foisonnant, inspirant, et alors là, on va créer, générer tout un tas de choses, tout un tas d'autres croissances. Et je pense que du coup, la reprise de sens dans son métier, ça nous permet aussi, et ça c'est un enjeu fondamental dans les prochaines années, à remettre du sens dans le calcul, dans la mesure de ces autres croissances humaines que malheureusement on ne valorise pas suffisamment et qui sont pour autant centrales et qui permettraient, et c'est mon rêve à très court terme en réalité, de faire en sorte que des dirigeants économiques et politiques n'aient plus que l'option de valider de la croissance économique de leur chiffre d'affaires ou du PIB pour valider leur réussite, mais puissent mettre en avant d'autres indicateurs qui mériteraient, eux, d'être autrement plus mis en avant, puisqu'ils qualifieraient la régénération du vivant et le lien intergénérationnel et l'altruisme et la bienveillance et le bonheur profond, etc. etc. Merci, Julien. Alors, je m'adresse maintenant à Lauriane Le Chalony. En tant que DRH, présidente de l'Institut Mieux Vivre en Entreprise, DRH d'Ecovadis, qu'est-ce que ce discours t'inspire? Je pense qu'il y a des connexions, évidemment.
EcoVadis est en soi porteur de sens. Est-ce que c'est ça la recette du succès? Voilà, qu'est-ce que tu en penses à ce stade? Alors déjà, je suis, totalement alignée avec ce que Julien expliquait et je trouve que les différents exemples qui sont donnés sont très, puissants, importants et en effet, il est important de regarder à la fois le sens, aujourd'hui, mais aussi le sens de demain. Je lisais une étude que je trouvais très intéressante du cabinet Opinium, qui a fait une étude sur 4000 collaborateurs, notamment britanniques et américains, qui montrait que maintenant un tiers des collaborateurs qui ont quitté leur entreprise, c'est pour cause de désalignement avec leurs valeurs. Et donc, on a un nouveau terme qui commence à apparaître, qui est le conscious quitting. Donc, on avait le quiet quitting. Tu restes dans l'entreprise même si tu n'es pas content de ce qui se passe autour et finalement, ta performance, ton engagement diminue, ça impacte l'entreprise. Mais le conscious quitting, de quitter l'entreprise parce que tu n'es plus aligné avec les valeurs véhiculées soit par ton entreprise, soit à travers ton métier, sont totalement en ligne avec ce que Julien a expliqué de cette quête de sens. En tant que DRH, moi, je vois peut-être une double définition de la quête du sens en entreprise, qui est d'un côté celle que Julien donnait, en effet, quelles sont les valeurs, quels sont l'impact sur la planète, sur les métiers de demain, la justice sociale, qui sont tous ces éléments dont notamment les nouvelles générations Z sont extrêmement porteurs. On voit bien qu'à peu près dans différents sondages, à peu près 70% d'entre eux, ce sont des points qui sont hyper importants et qui pèsent pour eux. Mais en fait, on a aussi l'autre côté du sens, ce que l'on voit quand on est dans une société à mission notamment, c'est-à-dire que nous, tous les métiers, d'une certaine manière, sont alignés avec l'objectif de guider l'ensemble des entreprises vers un monde durable, au quotidien d'évaluer les entreprises pour les aider à améliorer leur impact social, sociétal et environnemental, c'est avoir du sens. Cependant, ça ne change pas que retrouver le sens de moi, pourquoi je me lève tous les matins, même si mon entreprise a du sens, mais mon métier, en quoi je contribue, en quoi ce que je fais au quotidien a du sens. Et c'est cette seconde définition qui, pour moi, est tout aussi importante et qu'il ne faut pas perdre, même si on va sur un métier de la terre. Comment je vois finalement, comment je contribue à quelque chose de plus grand que moi-même. Les collaborateurs, les humains de manière générale, ont du mal à être juste une goutte d'eau dans un océan s'ils n'ont pas cette vision de l'océan complète et comment ils y contribuent finalement à quelque chose de positif et à ce cycle général. Et donc, je pense qu'il est très important pour les sociétés, c'est d'aligner ces deux sens. Bien sûr, d'avoir plus de valeurs alignées avec les directions que souhaitent prendre les nouvelles générations, notamment sur tout ce qui est l'écologie, bien entendu, et puis avoir des business beaucoup plus durables, des décisions durables aussi au quotidien, mais aussi de remettre du sens dans le métier des collaborateurs, bien d'expliquer c'est quoi la ligne complète des métiers dans cette organisation, comment chacun contribue à sa part et à quoi on contribue finalement. Et donc de peut-être reprendre plus de recul aussi. On a tendance, quand on est dans une entreprise, à être très court-termiste, finalement de regarder, si ce n'est pas à la journée, à la semaine, les objectifs du trimestre, mais finalement en prenant ce recul sur le sens de à quoi on contribue, à quoi sert tout ce qu'on fait, je pense que c'est ça vraiment qui est la recherche de sens pour les collaborateurs. Et alors, quand on est EcoVadis, donc porteur de sens en tant que tel, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de problème de recrutement à l'heure de la guerre des talents? Est-ce que finalement le boulot du DRH est grandement facilité? Alors, oui et non. Bien entendu, on continue d'avoir, des difficultés d'attractivité parce que nous, on est aussi dans des métiers, qui ne sont pas si communs, qui les analystes en développement durable ne sont pas des métiers qu'on trouve, partout dans le marché et l'autre partie de notre métier sont, les développeurs. La guerre des talents, elle existe sur ces métiers. L'avantage que l'on a, c'est qu'on leur offre véritablement de participer à quelque chose de positif qui est plus grand qu'eux, qui est plus grand que nous, EcoVadis. Et donc, pour beaucoup de personnes, ça résonne. Ça résonne au quotidien, ça résonne pourquoi je fais la démarche de finalement peut-être me reconvertir, peut-être de rejoindre cette société, de m'engager, peut-être aussi d'aller beaucoup plus loin. Et on a beaucoup de collaborateurs qui sont extrêmement engagés, qui donnent au quotidien. Je pense que j'ai rarement vu une société où on a un collectif qui est si puissant pour aller dans la même direction, où le collectif prime par rapport à l'individu, parce qu'on sait qu'on contribue tous à quelque chose de plus important que nous-mêmes. Cependant, ça ne change pas qu'au quotidien, je reste un individu et j'ai besoin de comprendre, moi, comment je participe. Et donc, notre challenge, nous, en tant que société à mission, c'est bien entendu de remettre l'individu aussi dans ce collectif et que chacun comprenne bien sa place, comment on contribue, comment on peut contribuer plus, peut-être
voir quand on a des désalignements de valeurs, de compréhension, et de reclarifier ce message. Et donc, pour moi, la quête de sens, c'est un travail quotidien qui doit se retrouver dans tout, qui doit se retrouver dans les décisions business qu'on va prendre, dans les processus qu'on va avoir, dans les politiques des ressources humaines, les politiques de management au quotidien, et ne pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on est une société à mission, finalement, on est réellement une société où le sens existe au quotidien. Merci Lauriane. Alors je vais m'adresser maintenant à Geoffroy de l'Étrange. Comment on fait quand une entreprise n'a pas comme ça en soi, de manière aussi évidente, un métier, un porteur de sens? Comment on le Oui, crée? Alors je suis sûre qu'il y a des recouvrements avec ce que Lauriane nous a dit. Comment on s'y prend finalement? Parce qu'on n'est pas tous dans des business sur ces sujets-là, intrinsèquement porteurs de sens. oui, effectivement, cela dit, alors déjà, je suis vraiment entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit tant par Julien que Lauriane. Je pense que le mot-clé pour les collaborateurs, c'est le sentiment d'appartenance, en fait. Et je pense aussi que toutes les sociétés peuvent développer ce sentiment d'appartenance. Et évidemment, le sens du rôle de l'entreprise est primordial. Il y a ce fameux article dans Harvard Business Review, je crois, de 2011 sur la shared value plutôt que la shareholder value. Je pense qu'on est vraiment dans ce domaine-là. Et à mon sens, toutes les entreprises peuvent développer ce sentiment d'appartenance et trouver un sens à ce qu'elles font. Souvent, la question de base, c'est de revenir aux fondamentaux. Pourquoi l'entreprise existe au premier chef? Pourquoi elle a été créée? Pourquoi ce qu'elle occupe comme business a du sens? Et en allant aux fondamentaux de l'entreprise, ce qui fait cette entreprise, on peut en général effectivement trouver un sens et développer un sentiment d'appartenance. Maintenant, au-delà de ça, c'est ce sentiment d'appartenance qui va justifier tous les investissements qu'on peut faire, notamment côté RH, sur des sujets comme le bien-être des collaborateurs, la diversité, etc. C'est pas seulement, entre guillemets, pour l'affichage, pour aussi la marque employeur, qui est un sujet tout à fait légitime, mais aussi pour que les collaborateurs s'y sentent tellement bien qu'ils auront envie de contribuer positivement. C'est-à-dire que si j'ai l'impression que de toute façon, toutes les idées que je puisse apporter ne seront pas entendues, que je ne suis qu'une filiale dans un autre pays et pas au siège, et donc ce que je dis n'a strictement aucun intérêt pour le siège, par exemple, ça c'est un sentiment qu'on peut retrouver dans beaucoup d'entreprises américaines qui ont des filiales hors des États-Unis, où il y a souvent cette vision de voilà, les États-Unis savent mieux que tout le monde et donc c'est tout le monde pareil. Mais on peut retrouver ça dans d'autres sièges sociaux aussi. Ou alors si je fais partie d'une minorité, ou alors si je suis dans un contexte particulier, si j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, je ferai mon boulot et rien de plus. Si en revanche j'ai l'impression que je fais partie d'un collectif, comme Lauriane l'expliquait très très bien, alors évidemment, quand on est EcoVadis, il y a le rôle de l'entreprise en tant que tel qui est fondamental, mais je pense que ça s'applique à n'importe quelle entreprise. Alors j'aurais envie de contribuer plus, j'aurais envie de venir avec des idées, j'aurais envie de développer des nouvelles choses, si tant est que l'entreprise me le permette. Ça, c'est un point essentiel, c'est toute cette notion de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Voilà, donc ça, je pense que ça s'applique vraiment à toutes les entreprises. Et donc oui, ça vaut le coup d'investir dans ce sentiment d'appartenance des collaborateurs pour qu'eux-mêmes aient envie de contribuer positivement au-delà de la description de poste. Avant d'arriver à la conclusion, j'ai une question qui me vient là et qui me paraît importante. On met toujours ce sujet-là plus en avant quand on pense aux jeunes. Est-ce que selon vous, il y a vraiment un effet générationnel sur ces sujets-là? Et si oui, ou sinon d'ailleurs, mais enfin plutôt si oui, est-ce qu'il y a moyen d'en jouer, si je puis dire? Quand je dis d'en jouer, c'est-à-dire d'utiliser cette dynamique pour créer quelque chose d'intergénérationnel, j'en sais rien. Je me dis, voilà, comment est-ce que ça peut être aussi un levier si réellement il y a un prisme générationnel sur le sujet? Et est-ce qu'on l'oublie
en vieillissant. C'est-à-dire que les jeunes sont forcément beaucoup plus engagés d'une manière générale avec les sujets de leur temps. C'est quand même pas nouveau. Le sujet est peut-être plus accru aujourd'hui, mais le fait de s'engager quand on est jeune, évidemment, et puis petit à petit, ma foi, la vie reprend son cours et ses contraintes. Voilà, comment on s'organise avec tout ça? Je pourrais peut-être Alors, déjà partager plutôt mon expérience en tant que DRH, notamment quand on a une société à mission, on voit rapidement les gens qui vont venir vers nous, qui ont cet intérêt donc de société à mission. Déjà, bien entendu, les générations qui sortent d'école aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très prenant pour eux. Donc, il y a un côté très naturel, comme tu le disais, Delphine, en effet générationnel. Après, je vois une deuxième vague, qui est la vague des personnes qui sont parents ou qui deviennent parents, qui sont aussi poussées par le fait que mais quelle est la planète que je vais laisser finalement, comment moi j'ai contribué, et puis ce que les enfants vont leur dire et aussi vont ramener de l'école, et même des enfants qui ont 6 ans, qui sont en maternelle, qui apprennent le recyclage, finalement vont commencer aussi à former leurs parents à cette évolution de mentalité. Et donc, on a aussi cette vague de génération et qui peut être assez large, hein, de 0 à 18 ans, c'est quand même assez long l'éducation d'un enfant. Et ensuite, on a la troisième vague des personnes qui ont eu aussi plutôt une longue carrière, souvent des personnes qui ont fait une belle carrière, qui ont travaillé dans des belles sociétés, etc., et qui arrivent à un moment en disant, mais ok, là je suis à un moment de ma carrière où je me dis, mais finalement j'ai fait quoi, à quoi ça j'ai contribué, et qui vont se tourner aussi à nouveau vers des métiers qui ont plus de sens, ou de vouloir mieux comprendre leur sens dans l'entreprise où ils sont, parce qu'ils arrivent à ce moment où ils se disent, mais finalement ça a contribué à quoi? Et donc, sur ce que tu disais, est-ce que c'est plus d'une génération? Je pense qu'en fait, c'est à plusieurs moments de sa vie qu'on y arrive, mais finalement, ça touche tout le monde, d'où l'intérêt pour les entreprises de vraiment de prendre ce sujet à bras le corps. Oui, le sujet générationnel influe dans le sens où, effectivement, et on le voit bien avec nos propres enfants, ils voient venir les effets du réchauffement climatique et eux se disent qu'ils en ont pour 70 ans, alors que par définition, les générations plus âgées se sentent peut-être ou se sentaient peut-être moins concernées. En tout cas, c'est sûr qu'on voit les discussions entre comment dire, les jeunes d'aujourd'hui et leurs grands-parents. Il y a clairement un fossé sur ce sujet-là, c'est très très net. Mais là encore, et je suis d'accord avec Lauriane, il y a des moments dans la vie où on réfléchit à ce qu'on a accompli et ce qu'on veut accomplir à tous les âges. Et effectivement, on a envie d'être utile, d'où toute cette notion de sens. Mais on peut être utile de différentes façons, aussi bien dans l'entreprise qu'en dehors, pour donner du sens à ce qu'on fait. Cela dit, je pense effectivement que c'est une opportunité de dialogue intergénérationnel dans l'entreprise. Et où on peut, je pense aussi assez facilement, arriver à des diagnostics partagés et un consensus. Peut-être aussi d'ailleurs, même si ça peut parfois être un gros mot, que ça peut être une opportunité de dialogue social. Ayant été délégué du personnel, moi j'y crois beaucoup, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Je pense que ça peut être l'occasion effectivement d'un diagnostic partagé, d'un dialogue partagé entre tous les membres du personnel, et c'est un sujet dont une délégation pourrait s'emparer, par exemple. Si je peux en 2 minutes ajouter un dernier point, je trouve que bien sûr. l'entreprise, elle fait partie de ces rares lieux où on arrive encore à avoir des conversations intergénérationnelles et où on peut avoir des jeunes qui rencontrent des moins jeunes. Et donc, si elle peut se faire ce terrain neutre, presque prendre ce rôle de terrain neutre pour recréer des conversations entre les différentes générations sur ces sujets d'engagement, de croissance, de respect de la hiérarchie, d'envie de contribuer, d'appartenance à un milieu, je pense que ça sera essentiel, parce que ce que je note moi de plus en plus, c'est une fracture presque irréconciliable entre la nouvelle génération et les anciens, parce que pour le dire rapidement, bah voilà, les anciens, ils ont fait de la planète un Las Vegas généralisé de manière complètement inconsciente, voire en fait mortifère, et donc derrière, les jeunes, ils doivent assumer les bêtises des anciennes générations et tout réinventer avec une main qui est quand même assez désespérante. Et comment en réalité on peut au contraire remettre de l'empathie, du pardon entre les générations, expliquer que les anciennes générations, elles faisaient aussi avec tout un tas de réalités, et que si elles se sont sans doute trompées en pensant qu'elles pouvaient croire à cette promesse de la croissance qui allait permettre à tout le monde de vivre
et à balayer toutes les inégalités en se éloignant complètement des règles des écosystèmes terrestres. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être quand même légué et valorisé dans cette ancienne génération, parce que en réalité, quand on regarde, dans l'espace de 60 ans, on est passé d'une relation qui était quand même assez éloignée par rapport à l'énergie, par rapport aux écrans, par rapport à tout un tas de choses, par rapport à la surconsommation. Moi, ma mère vient d'Espagne et c'est à peine cliché de dire qu'à Noël, elle avait une orange. Et donc, comment on peut avoir ces valeurs-là du bon sens paysan, du respect des affaires, des objets, d'un matérialisme dans le bon sens, ou tout un tas de choses, bref, de la valeur de l'autre, etc., qui pourraient aussi être redistribuées, repartagées à des jeunes qui, eux, ont grandi avec cette notion de l'urgence climatique, mais aussi avec d'autres biais, parce que toujours derrière un écran, parce que tout un tas de choses. Bref, comment on peut faire en sorte qu'on sorte gagnant-gagnant de ce sujet-là? Et je pense que l'entreprise, elle peut permettre ça plutôt que de continuer à faire en sorte que cette fracture, elle grandisse. C'est qu'on termine avec un grand tribunal Nuremberg écologique qui ferait que les plus vieux seraient jugés parce qu'ils ont eu je ne sais pas combien de voyages au Club Med pour s'allonger au soleil et siroter un cocktail. Et je pense que ce serait trop simple, trop réducteur et trop fracassant pour notre humanité. On mérite bien mieux. Bon, moi, je suis pas allée au Club Med, hein, très peu. Non, je rigole. Donc, un mot de conclusion pour chacun. On arrive au terme de nos échanges. Je propose à Geoffroy de commencer, à Lauriane d'enchaîner, et puis le mot de la fin à Julien. Geoffroy, un mot de conclusion, un conseil. Alors peut-être sous un angle plus business, je pense que le sujet de la conduite du changement au sens très très large du terme est essentiel dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que on voit bien que le temps s'accélère en entreprise, qu'il y a des événements macroéconomiques permanents sur lesquels on n'a strictement aucune prise qui nous tombent dessus à intervalles réguliers. Bon, évidemment, si on regarde ne serait-ce que les 15 dernières années, entre la crise financière, les attentats, le Covid et la guerre, ça fait quand même beaucoup en très très peu de temps. Et les catastrophes climatiques ont déjà commencé et par définition, malheureusement, ça va s'accélérer. Donc, la question, c'est comment on accompagne les collaborateurs dans un environnement qui change tout le temps, aussi bien l'environnement business intrinsèquement, mais aussi l'environnement macroéconomique. Je pense que ce sujet de l'accompagnement, de la conduite du changement et de manière générale, l'accompagnement sur les sujets comportementaux va devenir de façon exponentiellement importante. Donc, ce serait ce conseil effectivement pour notamment les DRH et les départements formation de s'emparer encore plus de ces sujets-là. Merci Geoffroy. Lauriane? Et je reviens sur un peu ce que je disais tout à l'heure sur le conscious quitting, quiet quitting. Ça a des coûts cachés non négligeables pour une entreprise. De plus, tout ce qui est la rétention, l'attractivité, c'est beaucoup de temps, beaucoup de difficultés à manager une entreprise lorsque ça arrive. Si ces sujets du sens, de l'explication, que l'entreprise s'engage aussi plus sur ces sujets n'est pas faite aujourd'hui, ça va créer des complexités énormément importantes dans le futur pour les sociétés. Et donc c'est un sujet durable sur lequel il faut commencer dès maintenant pour ne pas se trouver dépassé par les autres sociétés qui auront su prendre le tournant quand il faut. C'est presque même peut-être déjà trop tard et j'ai eu l'occasion d'en parler avec plein d'entreprises qui me disaient qu'elles avaient l'impression d'avoir pris des décisions 2-3 ans trop tard comparé à d'autres concurrents et que maintenant, même quand elles accéléraient, elles avaient l'impression de faire du surplace. Donc c'est vraiment un sujet intéressant. Je pense qu'effectivement, dans la continuité de Lauriane, on doit se rendre compte à quel point on est en train de passer le fameux concept de l'armée de réserve qui disait que voilà, le chômage était d'une certaine manière organisé pour qu'on ait toujours l'impression qu'il fallait accepter les conditions inavouables parce que d'autres pouvaient nous remplacer, à une armée de réserve, non pas du capitalisme, mais du vivant. Et donc, à quel point nous, on a aujourd'hui un pouvoir pour faire en sorte que les entreprises, elles aillent dans notre sens. C'est rare que ces portes s'ouvrent, donc profitons-en. Et la deuxième chose que j'avais envie de rajouter très rapidement, c'est que même si ces choix font peur, même si ces décisions font peur, même si on a l'impression qu'on doit tout quitter pour quelque chose qui nous paraît encore obscur, l'expérimentation, la rencontre, l'inspiration sont les meilleures réponses. Et donc, il y a besoin d'aller sur le terrain, il y a besoin de vivre, il y a besoin de se mettre en situation. On a l'impression que nous, on doit passer par de longues études et par quelque chose de finalement très éthérique pour s'engager dans une nouvelle voie professionnelle. Et encore, à Change Now, il y a quelques jours, on me disait, mais je dois reprendre un master écologique, j'en ai pour 16 000 euros, et alors qu'en fait non, pas du tout. Cette économie des nouvelles croissances, cette économie du vivant, elle se fait dans le lien aussi, elle se fait sur le terrain,
Et donc, par les expériences, par le bénévolat, par les rencontres, par le fait d'aller à des conférences, par tout ce qui fait que finalement, nous sommes encore une fois des animaux sociaux par excellence, se feront des carrières qui seront autrement plus porteuses de sens et qui, encore une fois, permettront de se regéolocaliser, se reterritorialiser. Faire échelle humaine est une des nécessités pour que notre économie aille dans le bon sens. Merci à tous les trois. Moi, je retiens beaucoup de choses, hein, mais j'ai beaucoup aimé l'entreprise terrain neutre pour pouvoir travailler ces sujets-là. Peut-être le dernier endroit où on peut discuter sereinement. Que le sens, finalement, on le trouve effectivement dans son métier, le métier de l'entreprise, mais aussi dans la compréhension de ce à quoi on sert dans l'entreprise pour un projet plus grand que soi. Bref, ce Graal dont je parlais au début est peut-être donc atteignable. On est très positif sur le sujet. Merci vraiment à tous les trois. Merci à la revue RH&M et je vous dis à bientôt sur Rex, la chaîne des RH qui bougent et qui innovent. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.